Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café des experts économiques est de retour, les CEE, avec nos amis experts. Bonjour Reda Marani. Bonjour Ali Harbi. Bonjour. On a passé une quinzaine extrêmement pénible. La dernière fois, à la fin de cette émission, nous avions appris juste au cut le décès, la noyade de notre collègue Hamza Chelouche. Et c'était un moment extrêmement pénible que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Je voulais rendre encore hommage à sa mémoire à cette occasion. Évidemment, la vie continue, la vie professionnelle continue et nous sommes de tout cœur toujours auprès de sa famille, de ses proches, dont nous sommes d'ailleurs finalement. Nous avons une actualité, elle n'est pas peut-être aussi dramatique que celle de Radio M des derniers jours, mais qui est très critique. C'est la crise entre Paris et Alger. C'est parti d'un conflit consulaire, donc l'acceptation de reprendre en Algérie des citoyens algériens en situation irrégulière en France, qui est sur laquelle Paris considère qu'il n'y a pas eu de collaboration de la part d'Alger. Et donc cette série de sanctions qui ne concerne pas que l'Algérie, elle concerne aussi le Maroc et la Tunisie. Et donc la réduction, dans le cas de l'Algérie et du Maroc, la division par 2 du nombre de visas accordés par an. Et cette crise a très vite évolué en conflit diplomatique ouvert pour des raisons qu'on a du mal à comprendre. On a notamment du mal à comprendre quelle mouche a appliqué Emmanuel Macron pour qu'il se mette à parler de l'Algérie, de la façon dont il en a parlé, devant un public. Est-ce qu'il y a eu une fuite? Est-ce qu'il y a eu une maladresse? On sait qu'en privé, on peut dire des choses qu'on n'assumera pas en public. Il n'y a pas eu de démenti, donc c'est aussi une manière d'assumer et de reconnaître ses propos. Évidemment, sur les différents formats de Radio M, le 5 sur 5 cet après-midi du mardi, le café des experts, le café politique CPP demain. On reviendra sur cela, on continuera à en parler dans peut-être aussi des émissions spéciales si le conflit devait continuer à se durcir. Mais pour aujourd'hui, dans la première partie du Café des experts économiques, nous allons essayer de traiter le volet économique de cette crise-là, avec notamment les différents appels qu'il y a eu pour reconsidérer la politique économique de l'Algérie et le partenariat économique de l'Algérie avec la France. Cela s'entend, ça veut dire qu'il faut travailler moins avec la France en termes de sanctions et de représailles et se réorienter vers d'autres partenaires. Est-ce que c'est une recommandation qui peut devenir effective et qui peut être prise en charge par l'actuel pouvoir, parce qu'on ne va parler que du gouvernement, dans le cadre des représailles? Est-ce qu'on peut imaginer des mesures spectaculaires dans les prochains jours contre des intérêts français en Algérie? Je ne pense pas. Le niveau des échanges entre l'Algérie et la France, et si vous voulez, sont devenus des relations économiques banalisées. C'était le projet que les Français voulaient début des années 80, malgré des velléités de créer un comité spécial, une coordination entre les deux gouvernements, se réunissant périodiquement et tout, autour de grands programmes, mais il n'en est rien sorti. On n'a pas vu de projet ou une coopération solide. Bien au contraire, le niveau des échanges a baissé. Pour nous, c'est moins par rapport à notre volume global des échanges, mais pour la France, nous sommes devenus insignifiants dans leurs échanges extérieurs. Nous sommes à 0,7%, je crois, du volume total de leurs échanges extérieurs, import-export, les échanges avec l'Algérie. Ce qui fait que nous sommes très loin de certains pays, même de la région MEDA ou du Moyen-Orient. Donc, sur le plan économique, je pense qu'il n'y a pas une volonté réelle d'augmenter ces relations économiques, ces échanges, ces investissements français en Algérie ou même des investissements algériens en France. Il n'y a pas eu de ça. On reprend l'analyse de tous les conseils interministériels franco-algériens qui se sont tenus, que ce soit du temps de Sarkozy, du temps de Hollande ou du temps de Macron. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas de... On a parlé de Sanofi. Où sont les projets de Sanofi? Il y avait un grand projet, effectivement, structurant de fabrication de vaccins avec l'Institut Pasteur d'Algérie. C'était Sanofi Pasteur, et où est-il? Il n'a pas démarré.
La partie, si tu veux, l'insuline, rien n'est fait. Le grand projet qui devait démarrer à Sidi Abdallah. Donc je parle de la pharmacie où c'est bien précis. Je ne parle pas de Total où le projet de pétrochimie tourne comme... il n'a pas fait un pas de plus depuis 15 ans. Voilà, donc il n'y a pas de Renault. Où en est-on? Ça m'amène, pendant que tu parles, ça m'amène à me poser la question, est-ce que finalement Macron, c'est pas déjà les premières représailles parce que le business n'a jamais réussi à décoller et donc il se dit, avec un partenaire qui nous donne aussi peu, on peut se permettre une crise qui peut lui permettre, lui, sur le plan électoral en interne, de marquer des points. Non, ils ont tout fait, les Français ont tout fait pour banaliser les relations commerciales et pour freiner. Lorsqu'on analyse les éléments réellement, point par point, du côté français. Moi je considère que notre incompétence est accentuée par cette volonté française de ne pas aller. Quand les Français réalisent avec notre argent l'investissement Renault, combien Renault a mis dans l'usine de voitures? Rien. C'est les banques algériennes qui ont financé. Et ça devient un marché pour les composants des voitures qui sont importées par la France. De France ou par l'entreprise française. Qu'est-ce qu'on a gagné? Une usine de montage. À côté, en offshore, c'est vrai, c'est en offshore, on réalise une usine réelle. De 300 000 voitures chez nous, c'est 65 000, je crois, ou 70 000 voitures. En prévision, on n'a pas atteint. Donc, il n'y a pas eu, dans la pétrochimie, il n'y a rien. Donc, où est-on? Dans la pharmacie où on a parlé de Sanofi, Sanofi a obtenu la tête du DG de Saïdal pour freiner les projets de Dar al-Beida, de Mohammedia, le projet de doublement ou même triplement d'antibiotiques de Médéa. Tous ces projets sont figés. Mais il a obtenu de faire un projet à Sidi Abdallah, mais on ne voit pas les résultats. Le projet avec Pasteur, je me répète, n'a pas démarré. Donc on a sacrifié nos projets en pharmacie pour ne rien obtenir de l'autre côté. On a déjà dit dans le Café des experts économiques Ali que les intérêts français, compte tenu de la proximité des deux pays, donc le stock d'investissement français en Algérie, ça a toujours été un point de conflit, n'est pas à la hauteur de ce que devraient être les relations entre les deux pays. Et donc finalement les enjeux ne sont pas aussi importants que cela. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le court terme des processus de long terme, d'accord? Sur le court terme, je pense que la partie n'est pas économique, c'est-à-dire que le sujet de cette crise-là n'est pas du tout économique, il n'y a pas un enjeu économique immédiat, d'accord? Donc c'est beaucoup plus lié à d'autres facteurs, la crise consulaire, la politique interne française, hein, donc puisque Macron l'a rappelé hier dans une sorte de mise au point, il a dit c'est d'abord un débat franco-français. Hein, y compris sa sortie à lui, il a dit analysez-la dans un contexte franco-français, donc le message il est très clair. Donc, et je crois qu'il y a aussi un contexte géopolitique, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que la France est un peu fâchée de ce qui se passe avec le Maroc, on n'est pas du tout sur la même ligne en Libye, donc il y a beaucoup de paramètres qui font que la France pourrait, et je crois que c'est le cas, est amenée à envoyer des messages de désapprobation envers le gouvernement algérien. J'ai essayé de chercher, il n'y a jamais eu C'est une provocation, mais... C'est beaucoup plus fort. C'est une provocation, mais qui est dans le sens... Il n'est pas dans le détail, il est dans le fait qu'il y ait un message de désapprobation pour dire nous, voilà, on n'est pas actuellement bien alignés. Économiquement maintenant, et d'un point de vue économique, le court terme, il n'y a pas un enjeu immédiat parce que le business n'est pas, l'investissement n'est pas important, le risque, ce qu'on appelle un risque, hein, au sens des assurances, hein, le risque n'est pas énorme. Et il n'est pas dans notre intérêt d'engager une démarche populiste, genre voilà, on va arrêter ceci ou cela. Ça n'a aucun sens du point de vue. C'est quoi une démarche populiste? Arrêter quoi? Populiste, c'est ce que tu appelles des mesures immédiates. C'est nationaliser BNP? Franchement, non. C'est pas sérieux comme chose et ça n'a pas de pertinence économique. Quand on revient Maintenant, regardons les choses sur le long terme. En fait, il y a un enjeu sur le long terme parce que sur le long terme, de par la position de l'Algérie, de par son potentiel économique, effectivement, où va-t-on s'arrimer? Est-ce que ce partenaire naturel qui est l'Europe, pas la France, hein, l'Europe qui est un partenaire naturel, qui est un débouché naturel pour nos produits, si on va dans une direction de développement agricole, transformation, industrie, tout ça, ce sont des produits qui vont aller en Europe. Et donc il y a un enjeu économique qui est celui des grandes alliances stratégiques. Et je crois que là, la France a
a peur, je dis franchement, de perdre de l'influence, parce qu'elle a quand même de l'influence aujourd'hui sur les décisions d'investissement. Reda parlait de ce qui est gelé. C'est un pouvoir de... comment on appelle ça? C'est un pouvoir de nuisance. Voilà. C'est un pouvoir de coercition, de nuisance, de faire peur aux autres investisseurs. On sait bien que tous les investisseurs possibles du monde lisent la presse française avant de faire quoi que ce soit sur Alger. Voilà, c'est une porte d'entrée. Paris est une porte d'entrée pour tous les investissements étrangers. Aujourd'hui, les gens s'alignent sur l'analyse française. Et donc, si nous, on pouvait construire d'autres canaux de confiance, mais ça prend du temps, ce n'est pas une décision qui se prend en 24 heures, pour construire d'autres alliances stratégiques, la France a à perdre. La France aurait à perdre dans ce cas. On va aborder les autres alliances stratégiques parce qu'on est obligé de les envisager. Mais auparavant, je voulais quand même faire le point sur la courbe et la qualité de la relation économique algéro-française sur les derniers mois, voire les 2 dernières années, depuis le début du Hirak notamment. ADP n'a pas été renouvelé au port d'Alger, la CA n'a pas été renouvelée pour l'eau d'Alger, la RATP n'a pas été renouvelée pour le métro d'Alger. Alhamdoulilah, il va peut-être démarrer jeudi prochain, nous a annoncé le ministre. Jeudi, on est mardi, donc 48 heures. Moi qui vis et travaille au centre d'Alger, je travaille au centre d'Alger, on a besoin du métro, et je ne suis pas le seul. Mais quand on voit les intérêts, tu as cité les projets de Total, Total n'en a pas permis à Total de reprendre les actifs d'Anadarko dans l'amont pétrolier, c'est un nom de l'État algérien. Et bon, Anadarko est resté propriétaire, ce n'est pas son État qui a repris, via Occidental. Et donc, on a quand même le sentiment que les projets de tramway se sont pratiquement arrêtés. Il y a celui de Mostaganem qui est en train de se terminer. Mais sinon, il n'y a plus de business pour Alstom. C'était pas brillant déjà avant. Donc peut-être que la rupture, cette rupture spectaculaire de Macron-Tebboune, on va parler pour le moment de Tebboune, peut-être qu'elle correspond d'abord à un geste de protestation. Actuellement, sur le plan des tendances lourdes, la France n'existe presque plus sur le plan économique parce que, prenons les inputs de nos usines, que ce soit secteur privé ou secteur public, leurs biens intermédiaires, les composants qu'ils montent, parce que notre industrie est extravertie, elle importe énormément de choses, a été diversifiée du fait des coûts de la France et de la désindustrialisation de la France. Les gens partent vers l'Espagne, l'Italie, la Turquie, la Chine, l'Inde, la Russie, même le Brésil, on importe même des produits. L'industrie agroalimentaire, c'est trop cher pour nous. Non, l'Allemagne, je la cite parce que l'Allemagne est un fondamental, quel que soit le truc dans l'industrie mécanique, l'électromécanique, l'électrique, la chimie. L'Allemagne reste l'Allemagne parce que l'Allemagne arrive, si tu veux, à être compétitif face à la Chine. Et c'est le 2e ou le 3e exportateur mondial, l'Allemagne. Donc l'Allemagne est là. Mais la France, où est-elle? Elle n'est plus. Elle n'est plus visible en tout cas. Donc ce qui fait qu'il y a un gap qui a été provoqué aussi par les Français. Ils n'ont pas voulu investir en Algérie, il faut le dire. Quels sont les... Michelin, on peut citer Michelin. L'Algérie a besoin de 3 usines de pneumatiques. Il ferme son usine et il n'investit pas alors qu'il veut investir ailleurs pour vendre en Algérie. Donc c'est anormal. Renault, on l'a vu, c'est un investissement factice. Il n'y a pas un véritable... c'est Bouchouareb qui a fait en sorte que ça devienne un investissement factice. Non, c'est pas Bouchouareb. Hyundai à Tiaret, c'est factice aussi. Mais non, je ne partage pas ton point de vue. Je parle de Renault. Si Renault voulait investir, il aurait investi. C'était déjà fait au Maroc, Khlas. Mais non, par Khlas, le marché ici, le marché porteur, il y a 600 000 voitures à vendre en Algérie. Il peut installer une usine de 200 000 voitures. Moi, au départ, on m'a dit, c'est 2 fois 65 000, puis après une carrosserie, une ligne de peinture, une carrosserie. Et le projet s'est estampé en route, tout s'est évanoui. Donc, ce n'est plus un projet rentable et tout. Donc, il n'y a pas une volonté économique d'y aller. Donc, il y a une réticence à investir en Algérie. Donc, on arrive à ce résultat aujourd'hui où la rupture n'a pas d'effet énorme sur le plan économique. La rupture n'a pas. La seule rupture, c'est l'économie masquée. Parce qu'il y a une économie masquée dont on ne veut pas parler. Il y a 200 à 300 000 visas qui sont donnés aux Algériens tous les ans.
Schengen, ces visas donnent lieu à 2 ou 3 déplacements. Ces déplacements, les Algériens, ils ne vont jamais les poches vides. Ils dépensent. C'est une masse de dépenses. Et il y a aussi 5 à 6 millions d'Algériens là-bas. Il y a un échange humain, un échange culturel, et même il y a des retraités aussi qui vivent en Algérie, qui vivent un pied ici, un pied d'autre. Donc il y a tout un ensemble d'échanges, il y a tout un ensemble qui, sur le plan économique, a un poids, mais qui est masqué. Et on ne veut pas en parler. Et ni le gouvernement algérien, ni le gouvernement français ne peuvent agir sur cette économie masquée. Ces échanges qui profitent à la France. Et aujourd'hui, la France gagne énormément grâce à l'Algérie, avec son immigration choisie. Il y a 17 à 18 000 médecins algériens formés en Algérie et qui travaillent dans les hôpitaux publics français. Il y a les enseignants dans les universités, dans les lycées. Il y a les informaticiens, les ingénieurs, et il y a 100 000 PME algériennes, de patrons algériens, qui distribuent plus d'1 million de salaires en France. Il y a tout ça. Mais les Français vont te dire, Reda, que c'est devenu des Français. Enfin, c'est pas parce qu'ils viennent d'Algérie. S'il te plaît, mais c'est un investissement algérien que la France a récupéré gratuitement. Oui. Alors, oui. Non, moi je dis dans la continuité. Alors, pour imaginer, se mettre un peu dans la tête de ceux qui réclament une réorientation du partenariat stratégique de l'Algérie, on pense tout de suite au cas du Rwanda et à ce qu'a fait le Rwanda après la guerre civile. Est-ce qu'on peut imaginer, ça a été sur les réseaux sociaux demandé, d'ancrer l'Algérie dans un environnement plutôt anglophone. Et à ce moment-là, évidemment, si on forme des générations d'anglophones, la destination France pour les meilleures ressources humaines algériennes ne serait plus la première des destinations. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi envisagé dans les sanctions? Ce n'est pas une mesure de court terme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui ressemble à une sanction ou à une décision qu'on prendrait au petit déjeuner en Conseil des ministres. C'est un processus. Le Rwanda, on constate des choses aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé à 30 ans. Donc, quand le Rwanda a réorienté, il n'a pas fait une grande déclaration solennelle pour dire « je réoriente ». Ils ont commencé à former des gens, s'éduquer, construire des partenariats, donc, notamment avec l'Allemagne, donc sur le long terme et tout ça. Donc, c'est une réorientation. Ce n'est pas quelque chose qui se décide en 24 heures. Donc, maintenant, la question de la réorientation, du rééquilibrage, et ce que j'appelle, moi, l'attellement, c'est-à-dire qu'il faut s'atteler à un train. Il faut s'atteler à un train pour assurer notre développement, est une question très importante, mais qui ne se décide pas, encore une fois, à l'échelle populiste. Ça ne se décide pas, genre, moi, je ne vous parle plus, ou là, je ne vous adresse plus la parole. Tout ça, je viens de dire au départ, l'Europe est notre débouché naturel. Donc, on ne va pas se mettre à dos l'Europe. C'est un débouché naturel. Je vais pas... Donc, il faut garder du contact avec tout le monde tout en travaillant à la réorientation. Le problème qu'on a aussi, ici, actuellement, c'est que les facteurs qui ont fait que ça a été un échec avec la France, ça a été un échec avec l'Union européenne. Il n'y a pas eu d'investissement. L'accord d'association est tombé à l'eau à cause de ça, parce que les Européens n'ont pas mis d'investissement. Ce n'est pas que la faute... Mais pas seulement. Il y a eu 51, 60... oui, mais c'est des choses ce sont des choses corrélées. Il n'y a pas eu ça avec le Maroc, il n'y a pas eu ça avec la Tunisie. Ce sont des choses corrélées et qui ne sont pas dues qu'aux autres. C'est dû aussi au fait que nous avons mis le frein à main. Des barrières à l'entrée. Nous avons mis le frein à main, carrément, sur l'investissement pour des raisons politiques, parce que les gens en place ne veulent pas lâcher du lest. Pardon, Hassan, j'ai fini la phrase. En faisant le bilan ici sur Radio M de Abdelaziz Bouteflika sur 20 ans, son ami, après son décès, avait dit en 2009, il n'y avait plus de volonté de réforme. 2008, oui, exactement. Je peux te dire de suite, c'est 2008, on a vécu ça. Il a considéré qu'il avait suffisamment d'argent et donc il n'avait même plus besoin des IDE. Oui, mais on a retrouvé ça dans le discours public de Ouyahia à l'époque. Bien sûr. Non, ce que je veux dire, moi, c'est que ces facteurs d'échec se reproduiront ou conduiront au même résultat si on fait demain le deal du siècle avec les Chinois ou avec les Russes ou avec l'Inde ou avec qui on veut. On aura le même résultat si on ne change pas notre politique à l'intérieur. Si on ne change pas le climat... C'est-à-dire, c'est quoi le même résultat? Le même résultat, les gens ne viendront pas. Ils feront comme les Français. Je viens, je te facture. Comme Alstom, toutes les autres, ils sont en mode prestataire. Demain, au lieu d'investir leur argent, ils te diront, écoute, moi je viens, j'opère, je manage, je preste. Alstom a fait une joint venture à Annaba pour les... C'est 3 fois... Arrête. C'est pour vous permettre de dire, c'est rien. C'est rien.
Il y avait une usine à côté qui pouvait fabriquer tout le châssis du rien, tramway. Ils n'ont pas sous-traité un boulon à cette usine. Non, les faux investissements, les factices, comme disait le Dakhlina, non, il n'y a rien. Et donc, mais il y aura encore rien avec les Chinois ou avec quiconque d'autre. Si nous-mêmes, nous ne basculons pas dans vraiment une logique d'économie de marché, d'ouverture et de lâcher du lest politique. Il faut lâcher du lest politique parce qu'on ne peut pas régenter toute une économie par un mécanisme lâcher du lest politique, c'est notamment, par exemple, reproposer des zones offshore qui permettent de fixer des investissements étrangers. L'offshore, permettre... C'est une question. J'arrive à l'offshore. Il faut, quand je dis de lâcher du lest politique dans la projection économique, c'est qu'aujourd'hui, les tenants du pouvoir ne pourront pas continuer à régenter toute l'économie par un mécanisme administratif. 40 millions d'autorisations, un parcours du combattant, la réversibilité des accords. Mais ça n'existe qu'en Algérie. La réversibilité, lui, il te dit oui, vas-y, demain, il te dit non. Et il te met en prison en plus de ça. Donc là, à côté. Donc maintenant, ça veut dire lâcher du lest sur la privatisation, lâcher du lest sur la bourse, lâcher du lest sur le fait d'intégrer l'informel. Et lâcher du lest sur la question des zones offshore, évidemment. La question des zones offshore, je rappelle une chose, c'est qu'on avait une loi sur les zones offshore. On l'a abolie pour faire plaisir à l'Union européenne. Parce que l'Union européenne avait dit, on va faire avec vous l'accord d'association, on va entrer dans l'accord de libre-échange, on ne veut pas de Chinois en Algérie. 2005, 2006... Parce qu'avec les zones offshore, on entend nécessairement chinois. Il y a un problème de compétitivité internationale. Le résultat en Égypte, il est clair. Les Égyptiens, quand ils ont fait des zones d'expansion économique, ils n'ont pas dit c'est pour la Chine. Ils ont fait des zones d'expansion de type offshore. Qui a résultat des courses? Qui est gagnant à la fin? C'est les Chinois. Et les Chinois, en venant en Égypte, ils ciblent tout le sous-continent derrière, c'est-à-dire le Golfe, l'Est de l'Afrique, etc. Maintenant, le leader, c'est l'Égypte, au bout de 30 ans. Encore une fois, c'est des processus sur 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais les Égyptiens ont accepté le deal. Donc là, si on veut aller sur une stratégie de diversification d'alliances et de partenariats, il ne faut pas oublier la question turque, entre parenthèses là-dessus, parce que Macron l'a cité nommément. Il y a derrière ce petit message envers Tebboune, un message à notre ami Erdogan, en même temps. Donc, fiche-nous la paix en Libye, entre autres, etc. Donc, je crois que nos alliances, on doit fermer la porte à personne. Je m'excuse de prendre des exemples, mais l'exemple égyptien, il est important. Ils s'ouvrent sur la Chine en restant en excellent terme avec l'Union européenne. Personne ne se plaint de l'Égypte, ni à l'Est ni à l'Ouest. Et je crois qu'il faut qu'on ait cette intelligence-là. Au passage, quand Macron se plaint d'un système politico-militaire dur dans le cas de l'Algérie, c'est l'ami de Sisi quand même. Et c'est l'ami de Sisi en même temps. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc voilà. Et c'est le destructeur de la Syrie. Ah mais, dernière phrase, arrête, excuse-moi, je termine. C'est la dynastie Assad, on n'est pas d'accord. Attends, ne dérivons pas, restons dans le CE. Donc, le dernier point, il y a des remises à plat à faire. Il y a des remises à plat en interne, parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il est improductif. Il y a des remises à plat de partenariat. L'accord d'association, il faut... Je ne suis pas dans le terme de renégocier, parce qu'on n'a pas les éléments, mais je parle d'une remise à plat, pour remettre au fond de la question, du sujet, la question des investissements. On a fait un accord d'association sans une composante investissement, qui est parti en Europe de l'Est à cet instant-là. Donc, début 2000, elle a créé. Au lieu qu'on attire vers ici, c'est parti en Europe de l'Est. Et donc maintenant, il faut remettre les choses à table, de la même manière qu'on doit remettre aussi les choses à table avec les Chinois. Parce que la Chine aussi a montré des dispositions, mais que nous n'avons pas, comment dire, concrétisé. On n'y a pas répondu en temps et en heure, et il faut revenir à la table de la discussion. Un des exemples, c'est le port-centre qui reste en suspens. Aussi qui est remis en cause, attention. Alors, en fait, cette bataille, on n'a pas le sentiment, on va rester encore quelques minutes sur ce sujet, on n'a pas le sentiment qu'il y a eu un bras de fer direct Chine-France, Chine-Union européenne. Parce que les métiers sur lesquels les Chinois se sont imposés rapidement en Algérie, on a le sentiment que les acteurs européens, et notamment les acteurs classiques, entre guillemets français, ont compris tout de suite qu'ils n'étaient pas en mesure d'être compétiteurs. Le BTP, une partie de l'industrie, et ils se sont focalisés plutôt sur les services. Ils sont présents dans le secteur bancaire,
dont j'ai évoqué les prestations pour les différents services publics, sur les métiers de transport, les métiers d'excellence traditionnels. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut autant que ça de courage politique à l'Algérie, au pouvoir actuel, pour aller plus ouvertement dans un partenariat stratégique avec la Chine, sachant que sur une partie des métiers où les Chinois sont performants, l'Europe a déjà baissé les bras? Le partenariat avec la Chine peut être très important, pas dans les mines seulement, mais surtout dans les énergies renouvelables. La Chine est en avance dans les énergies renouvelables. Je parle surtout du solaire photovoltaïque où les Chinois sont premier producteur mondial d'équipements et aussi d'électricité photovoltaïque. Ils sont talonnés par l'Inde. Là, il y a un partenariat, si tu veux, stratégique sur le plan industriel. Mais avec l'Europe, y compris avec la France, il y a un partenariat stratégique évident, il est là. Aujourd'hui, la technologie permet de fabriquer des câbles électriques pour transporter sans perte d'énergie sur de très longues distances l'énergie électrique photovoltaïque. La supraconductivité. Aujourd'hui, l'Algérie est en mesure de satisfaire au-delà des besoins en énergie électrique de toute l'Union européenne. Eh bien, ce potentiel qui est là, qui est disponible en Algérie, les Algériens sont disponibles, ni la France, ni l'Union européenne ne font le moindre petit pas vers l'Algérie. Rien. Ni sur le plan de l'industrialisation, ni sur le plan de la réalisation de ces grandes centrales. Nous, on a l'espace. On n'a pas de problème de surface. On ne va pas mettre nos panneaux photovoltaïques sur des plans d'eau, sur des barrages. On a sur les hauts plateaux, on a des masses désertiques, on peut se trouver une centaine ou 200 sites de 5 à 6 000 hectares chacun, qui produisent chacun 2000 MWh par an. Comprenez? Donc, on peut inonder l'Europe, on peut transporter ça jusqu'en Suède économiquement. Il n'y a aucun. Le problème, Reda, non, la attends, question, est-ce que les Européens vont accepter d'être juste les clients d'un process où c'est les Chinois, où les Chinois sont les producteurs qui prennent la valeur ajoutée? Non, j'ai parlé de partenariat. L'Allemagne, les usines chinoises ont été construites avec la technologie allemande. Et puis après, ils l'ont dupliqué comme à leur habitude. Ils ont fait du rétro-engineering, ils ont construit d'autres usines de panneaux photovoltaïques où ils ont même innové dans les batteries pour les fermes solaires. Mais tout cela, on peut le reprendre avec l'Union européenne s'il y avait une volonté. Et avec la France aussi. Il n'y a pas de volonté. On veut laisser l'Algérie dans son sous-développement. Et nous, on ne fait aucun effort aussi chez nous. Regardez, on n'a pas d'innovation. On lance l'appel d'offres 250, ceci, on reste encore à bricoler. Alors qu'il faut innover là. Il faut changer de fusil d'épaule. J'ai tel ou tel groupe. Il y a une stratégie, vous réalisez. Et quand je réalise, je deviens fort parce que j'ai de l'électricité à vendre. Et cette électricité pour les Allemands, ou pour les Français, ou pour les Italiens, ils peuvent la transformer en hydrogène vert, qui va leur permettre d'alimenter leurs bateaux, leurs avions dans les années 30 et les années 40. Vous voyez, donc il y a des perspectives, mais aucun appel, ni du pied, ni direct. Bien au contraire, on nous insulte, vous n'êtes pas un pays, vous n'êtes pas une nation, vous n'avez pas d'histoire, vous n'êtes persécuté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on nous insulte, on a évoqué les possibilités de représailles, j'ai parlé de sanctions, bon, c'est un peu pompeux, hein, enfin des représailles, on n'est pas... les sanctions, c'est dans une autre dimension, du côté algérien. Mais du côté français, si on va dans la logique de Emmanuel Macron qui a dit la réduction des visas va surtout toucher le milieu dirigeant. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au cas où il y a une escalade qui se poursuive, qu'on aille plus loin et qu'on tire sur un fil qui peut faire très mal? C'est celui des intérêts des détournements, la corruption de la nomenclature algérienne qui a placé beaucoup d'argent en France. On a eu le cas de l'ancien secrétaire général Saïdan et du FLN. On a plein de cas de la nomenclature. Abdeslam Bouchouarbi, il en fait partie, mais aussi le Premier ministre Sellal, dont la fille détenait un appartement dans un quartier au sud de Paris, etc. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup d'argent détourné par la nomenclature algérienne qui est en France. Et on a
juste cette semaine, l'arrivée d'un nouveau dossier d'investigation, il paraît monumental, qui va défrayer la chronique pendant des mois. C'est le fameux Pandora Papers, donc c'est la boîte de Pandore, dans laquelle on annonce déjà qu'il y a des responsables algériens qui sont cités, et il y a nos collègues de Touala, notamment autour de Lies Hallas, qui était chez nous, journaliste d'investigation, récompensé par le prix Ali Baïboudouha du meilleur article d'investigation, qui travaille dessus et qui va commencer à publier. Est-ce que ce n'est pas une corde aussi sur laquelle, pour ne citer que celle-là, parce qu'il peut y en avoir d'autres, sur laquelle aussi l'Élysée, Paris, peut mettre le holà vis-à-vis des pouvoirs. Je pense notamment aux militaires, parce que bon, nous on parle beaucoup des civils, mais ce type de dossier, ça peut mettre en lumière des intérêts de militaires. On sait que l'ancien chef d'état-major, par exemple, avait des intérêts à Bahreïn, aux Émirats, etc. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas aussi une carte qui peut être utilisée dans l'escalade? C'est de l'économie. Hein. C'est une carte qui peut être utilisée par n'importe qui. En termes d'État, c'est-à-dire n'importe quel autre État peut un jour ou l'autre décider d'utiliser cette carte-là, tellement nous sommes devenus fragiles sur ce sujet. Donc ça, ce n'est pas dans un rapport bilatéral avec la France. Nous sommes fragilisés par le fait que les couches dirigeantes, civiles ou militaires, ont fait du transfert de fonds, ont fait des choses, etc. Bon, après, c'est des histoires judiciaires, hein, donc à la limite, on n'a pas à se prononcer sur ça. Mais il est clair qu'il y a une fragilité, ne serait-ce que d'image. Donc n'importe qui peut s'attaquer. Maintenant, dans le cas spécifique de la relation franco-algérienne, donc dans le contexte immédiat, la conjoncture immédiate, moi je crois que les Français vont calmer le jeu beaucoup plus, et que même s'il se passe des... Comment dire, qu'ils vont sur ce terrain-là, ça va se faire plutôt en sourdine par des mécanismes judiciaires. Par des mécanismes judiciaires que la loi permet déjà de toute façon, l'origine des fonds, et puis c'est terminé. Hein, le gars, pour certains dirigeants subsahariens. Quand ils veulent, ils le font. Hein, la Guinée équatoriale, je ne sais plus qui, le gars, il est vice-président et il a été condamné. Il a été condamné aux États-Unis aussi, entre parenthèses. Donc les Américains aussi peuvent faire. Wolfgang, il serait trouvé condamné par le voilà. Donc c'est des choses qui peuvent nous arriver. Maintenant, leur arrivée. Enfin, nous, ça s'associe pas à la nomenclature algérienne. Non, le dépassement de Macron, notamment sur l'histoire de la nation algérienne, tout ça, fait que la population va se ranger du côté du pouvoir. Malheureusement, je dirais peut-être sur cet événement-là. Il faut être prudent sur ça. Voilà. Si on découvre des comptes d'un président en exercice ou d'un autre président en France qui sont injustifiés, oui, l'opinion ne va pas se mettre du côté. Ma lecture, c'est que Macron va un peu rétropédaler. Benjamin Stora s'est démarqué hier, il a dit « moi j'ai rien à voir avec cette déclaration, avec ce dépassement ». Tous les intellectuels pratiquement sont sur la ligne de Benjamin Stora, donc ça va amener Macron, sauf s'il veut se faire taxer de pro-Zemmour ou d'extrême droite, il va rétropédaler. Donc même si des choses se font, à l'avenir elles vont se faire plutôt en sourdine et il n'y aura pas d'escalade. Ça c'est ma lecture personnelle, que les gens vont éviter l'escalade. Donc l'histoire de la corde dont tu parles, elle est déjà là en fait, avant cet incident. La corde, elle est déjà là. La corde sur laquelle on peut tirer. On peut tirer sur le pouvoir pour le menacer. Vous êtes corrompu, on le sait. Donc ça c'est quand ils veulent. En Europe et dans les zones. Qu'ils le fassent aujourd'hui ou demain ou après-demain, c'est une corde qu'ils ont déjà. Donc la fragilité, elle est déjà là. Donc je ne crois pas que ce soit... Très bien. Alors... On va aborder le deuxième dossier, c'est la loi de finances de 2022, qui va être marquée quand même très probablement par le redressement des cours du pétrole. On va essayer de savoir, peut-être pas aujourd'hui, ça va être un peu compliqué, mais vous pouvez donner votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une tendance qui peut se consolider en 2022, c'est-à-dire un prix moyen autour de $80, ce qui permet de faire des projections et une architecture budgétaire différente de celle du prix de pétrole à 50, évidemment. C'est une augmentation importante. Et donc, ce qui peut-être aussi va décider d'arbitrage, et on en a déjà avec le Conseil des ministres qui s'est tenu il y a 48 heures, on a déjà des décisions qui nous laissent penser que le gouvernement va dépenser plus pour faire face à l'inflation. C'était le sujet de la semaine du CE précédent. D'ailleurs, au passage, félicitations. Les membres du Café des experts économiques ont recommandé la baisse de l'IRG, l'impôt sur le revenu global. C'était le levier le plus immédiat que pouvait utiliser l'exécutif et le plus efficace, et c'est ce qui va probablement être utilisé. Donc ma question, c'est première question pour aborder ce dossier, est-ce qu'un prix du pétrole probablement
plus haut en 2022 qu'en 2021, va fondamentalement changer la politique budgétaire et la politique publique algérienne. Non, il va pas changer, il va donner, si vous voulez, un peu de souffle, permettre à l'économie de souffler un peu. Parce que nous étions au creux de la vague, là, il y a un redémarrage. C'est de bon augure, c'est une bonne chance pour l'Algérie, il ne faut pas le nier. Donc ça va permettre, si vous voulez, d'améliorer le pouvoir d'achat des Algériens, d'améliorer un peu leur sort, parce qu'on est au bord de l'explosion sociale, qu'on le veuille ou non, avec cette inflation, avec cette baisse drastique du pouvoir d'achat, ça va permettre, si vous voulez, de redémarrer. Autre chose aussi pour l'économie. J'espère et je souhaite que le gouvernement va un peu aussi améliorer le volume des importations, qu'il permette aux entreprises de pouvoir importer leurs intrants ou leurs machines ou leurs équipements pour renouveler les équipements, améliorer leur productivité et aussi améliorer le volume de leur production. Il faut qu'ils lâchent sur les importations. Parce que bloquer les importations, c'est une économie de bout de chandelle qui nous reviendra comme un boomerang et qui va massacrer l'économie. Donc, il faut détendre un peu l'économie, permettre à cette économie de s'approvisionner. On extravertit comme toutes les économies du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas d'économie fermée. Les économies sont des économies d'échange. Je compense ce que je ne produis pas parce que ce que toi tu produis mieux et en meilleure quantité, et moi je vends là où j'ai des avantages comparatifs. Donc il n'y a pas d'économie fermée, c'est des échanges. Donc il faut augmenter le volume des échanges extérieurs et j'estime que cette embellie va nous permettre de souffler un peu aussi sur le plan des échanges économiques et de l'amélioration. Il faut savoir que les usines des PME privées ou publiques tournent à moins de 50%. Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement, de mise à niveau des outils ou des produits, parce qu'il n'y a pas d'input. Il y a une baisse des inputs. Donc, il faut redonner de l'oxygène, surtout à l'appareil productif. Voilà donc à quoi alors, ça c'est pas ce que pense le FMI dans un rapport que tu as eu le temps de consulter avant nous. Il pense que plus que jamais, il faut continuer il faut faire une politique d'ajustement, d'évaluer le dinar et avoir une rigueur budgétaire indépendamment de la variation des prix du pétrole. Attention, ça oui, ça existe dans le rapport du FMI, ça ne se contredit pas avec ce que vient de dire Reda. Dans le FMI, il ne te dit pas ne fais pas d'investissement productif et il ne t'empêche pas de libérer ton économie alors que maintenant les gens sont en des mains... rigueur budgétaire, ça ne va pas nécessairement avec... Non, je regrette. Si ça va avec la rigueur budgétaire, d'abord, c'est qu'on arrête de nous facturer des trottoirs à 3 fois le prix, qu'on arrête de nous facturer des ronds-points à 5 fois le prix. C'est ça la réalité d'aujourd'hui qu'on a en Algérie. C'est que chaque fois qu'il y a un peu d'argent qui est disponible, on se retrouve avec des surcoûts, pas de 10 à 20% comme dans les autres pays en développement, mais des surcoûts de 300%. Je ne sais pas, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais le drame de l'Algérie, il est là. L'effondrement 2015-2019, c'est ça. Est-ce que vous ne vous rappelez pas qu'à un moment donné, dans le plan quinquennal qui devait se terminer, donc 2010-2014, on nous a fait une réévaluation de plan quinquennal équivalente à la taille du plan lui-même. Enfin, jamais ça s'est jamais vu, ça. Donc, oui, il faut de la rigueur budgétaire au sens d'arrêter toute porte pour le gaspillage. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on arrête de gaspiller. Donc, la problématique en rapport de est-ce que c'est bien qu'on ait une hausse ou pas des prix du pétrole, c'est est-ce qu'on change de gouvernance ou pas? C'est pas la question que j'ai posée. Oui, c'est oui. bien qu'il y ait une hausse du pétrole, Heureusement. C'est clair. Mais il faut qu'il y ait un changement de gouvernance, sinon on va se remettre à gaspiller et le mécanisme de prédation qui ont eu lieu par le passé vont se reproduire. Et là, je souhaite qu'on mette vraiment l'accent là-dessus. Et je suis désolé de dire que sur ça, le FMI en termes diplomatiques, je suis d'accord sur cette partie-là, le FMI en termes diplomatiques ne dit pas autre chose. Il dit attention, faites attention aux dépenses inutiles, optimisez les dépenses. Il n'a pas dit ne dépensez pas, optimisez les dépenses. Donc le FMI est dans un discours assez modéré envers l'Algérie, tout en émettant des avertissements. Donc maintenant les solutions. C'est vrai que le rapport du FMI aborde des solutions, une batterie de solutions que nous pouvons différer pour le moment. C'est-à-dire on n'a pas besoin, comme l'histoire de dévaluation, on peut ne pas avoir besoin de dévaluer le dinar maintenant,
dans un contexte haussier pour le pétrole. Hein. Par contre, un point important sur lequel on ne peut que être d'accord, je suis désolé là-dessus aussi, c'est la question des IDE et la question de l'endettement étranger orienté vers l'appareil productif. On a des grands projets à lancer, on ne pourra pas les lancer en fonds propres. Il faut les lancer avec des mécanismes de dette internationale. Et en premier lieu avec les institutions multilatérales, dans lesquelles nous sommes actionnaires en plus. C'est notre argent, d'une certaine manière. Ou alors du financement souverain de l'Exim Bank chinoise. Exemple, mais la taille du potentiel algérien, de ce qu'il y a à faire en Algérie, c'est pas notre, excusez-moi l'expression, c'est pas avec notre PIB qu'on peut le faire aujourd'hui. Donc il faut ouvrir. Et là, le FMI dit ouvrir la porte de l'endettement. Par contre, moi je suis d'accord quand on dit on ne doit pas s'endetter à l'international pour faire payer les salaires. Moi je suis entièrement d'accord avec le gouvernement pour ça. On ne parle pas de ça. Mais on parle de l'endettement international pour l'investissement. Pour les investissements structurels, évidemment qu'il faut y aller. Et donc là, je crois que cette remontée des prix du pétrole ne doit pas masquer les risques. D'abord, c'est volatile. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est en train de monter aujourd'hui parce que le pétrole de schiste n'est pas encore revenu. Donc, c'est vrai que ça va encore monter parce qu'il y a l'hiver qui arrive. Donc, automatiquement, ça va peut-être être à 90 ou à 100 dollars ou plus, je ne sais pas. Par contre, le schiste va revenir. La tendance actuellement, elle est à la réactivation des puits de schiste. Hein. Donc, ça va revenir. Le gaz de schiste est présent. Sa fraction, elle est encore faible dans la part, mais c'est en train de revenir. Hein. Donc, ça veut dire que ça va faire baisser les prix. Deuxième élément, on a du gaz qui augmente. Mais c'est dû aussi à des facteurs conjoncturels parce que les Russes et les Norvégiens sont à l'arrêt. Donc, pour des questions de maintenance. Donc, ça veut dire que... Mais aussi parce qu'il y a eu un été très peu venteux. Oui, il y a des... Mais très peu venteux. L'éolien, la Chine a une pénurie d'électricité. Donc, elle est en train d'investir dans les centrales à gaz et les centrales à charbon aussi. Et donc, le gaz, il y a un marché terrible pour les 30 prochaines années. La Chine a arrêté d'investir sur le charbon externe. Donc, c'est un facteur important. Ça crée un effet d'anticipation sur le gaz. Les gens vont aller sur le gaz. Deuxième élément, le renouvelable ne peut pas remplir ses promesses immédiatement. Il n'y a pas de batterie. Tout bêtement. Il n'y a pas de vent pour l'éolien. Il n'y a pas de vent. On annonce que pendant cette semaine, il n'y a pas eu de vent en Europe. Il n'y a pas eu de vent pendant cette semaine. Il y a pénurie sur les composants de batterie. Il y a un problème d'effet environnemental de la production des matériaux nécessaires au stockage. Et donc, ça veut dire que ça freine. Donc, il y a un effet d'anticipation sur le gaz. Et donc, ça, c'est des éléments favorables, mais volatiles. Et donc, je crois qu'il faut quand même un peu de rigueur, il faut faire attention. Donc, pointer le risque et le fait que le risque est toujours là. Oui. Moi, je voulais quand même revenir un petit peu sur les mesures annoncées par Abdelmadjid Tebboune. Déjà, est-ce que c'est normal que ce soit le président qui annonce une baisse de l'IRG, alors qu'en principe, c'est un projet qui doit venir via le ministère et on n'a aucune idée, il n'y a aucun chiffrage, on ne sait pas quelles sont les tranches que ça va toucher, de combien ça va soulager les salaires. On a l'impression, encore une fois, que nous sommes plus dans la manifestation politique que dans la réforme mûrement étudiée. Non, nous sommes dans un régime présidentiel. Et il reprend, si vous voulez, à son compte, Abdelmadjid Tebboune a déjà fait quelque chose qui est positif, je considère positif. C'est-à-dire reprendre ces conseils des ministres hebdomadaires qui permettent, si vous voulez, au gouvernement de travailler, à l'État d'avancer. Non, rythme soutenu, avancer, parce qu'auparavant, il y avait un conseil des ministres tous les 6 mois. Il insinue qu'il travaille plus que le CE. Je n'en sais rien. Moi, je ne fais pas de politique pour la politique, non. Je fais pas de politique. Il faut qu'on passe à hebdomadaire, nous aussi. Non. Moi, je ne fais pas de politique pour la politique. Ce que je dis, c'est qu'il y a un conseil des ministres et c'est un régime présidentiel. N'oublions pas, c'est le président qui décide. C'est lui qui ordonne au Premier ministre qui, avec son gouvernement, va exécuter. Et lui se présente devant le peuple, je vous ai augmenté vos salaires. C'est moi qui le fais, ce n'est pas l'économie, c'est moi le président. Donc ça, c'est une culture typiquement algérienne ou typiquement des pays en voie de développement à régime présidentiel fort. Nous sommes dans ce cas, il ne faut pas se fermer les yeux. Résultat, il le demande. Il sait que par ailleurs, il a un potentiel. L'IRG est là, il peut immédiatement agir dessus et ça peut donner. Parce qu'il y a un deuxième effet quand vous agissez sur l'IRG. Ça va un peu ramener les 50% de salariés de l'informel. Ça va un peu amener 4, 5, 6% d'entre eux vont rentrer, si vous voulez, dans le système normalisé. À partir de quel
Baisse, le volume de baisse. Mais je n'ai pas le volume de baisse, Bah, mais il parce faut que qu'il si c'est soit marginal, non, il faut qu'il c'est soit pas suffisant pour non, dire il faut qu'il soit significatif pour permettre un redémarrage aussi de l'économie et aussi donner un peu de répit aux familles algériennes. Les familles algériennes sont à bout de souffle. 60%, c'est la nourriture et la nourriture a doublé de prix. C'est quelque chose de grave, c'est une bombe qui va nous exploser au visage. Donc il faut immédiatement que ce soit fait et significatif. Et ça va donner aussi des Ça ne va effets. pas toucher la tranche des Algériens qui ne vivent qu'avec des revenus informels. Non, je dis que oui, peut-être que ça va inciter certains patrons, certains entrepreneurs à déclarer leurs travailleurs, puisque l'IRG baisse, les contributions sociales obligatoires vont baisser, parce qu'avec l'IRG, elles vont baisser aussi. Donc on va gagner quelques points dans l'informel, et ça va un peu étaler, élargir l'assiette fiscale un tant soit peu, mais pas significatif. Mais ça va, c'est quelques milliards de gagnés. Vous voyez, donc il y a cet effet secondaire. Donc j'y crois, moi, personnellement. Le reste, dire qu'est-ce qu'il va advenir de cela, c'est où on relance l'investissement productif. Je reviens à ça. Et on le démultiplie. Parce que là, le président a dit une chose. Je reste sur le président. Mais je n'ai pas terminé. Le président a dit, je ne vais pas au financement extérieur. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais poser une autre question sur le financement, sur le présidentialisme en économie. Bon, en politique, en politique, c'est pas lui qui décide, c'est le Tagarin, donc ça, c'est pas un problème. Mais en économie, Il décide. En économie, bon, en économie, est-ce que par exemple, sur le cas de la lutte contre la spéculation, dire à l'avance, bon, il y a d'autres moyens de lutter contre la spéculation, ouvrir un fonds, un peu comme Saïd en Tunisie, je vais lutter contre le monopole et la spéculation, et annoncer que la loi devra prévoir des peines de 30 ans de prison contre quelqu'un qui aura stocké de la pomme de terre en hors saison, est-ce qu'il est dans son rôle? Non, pour lui, il est dans son rôle parce qu'il est le chef absolu. Mais l'économie, il a beau dire ce qu'il veut, l'économie a ses règles et ses lois. C'est la loi de l'offre et de la demande pour la gestion à court terme. Où l'offre est suffisante, et à ce moment-là, personne n'a intérêt à stocker ou à spéculer, mais à vendre le maximum, faire le maximum de chiffre d'affaires et le maximum de bénéfices. Ou alors, l'offre tombe, l'économie ne fonctionne pas bien, et à ce moment-là, vous pouvez même condamner à mort les spéculateurs. Vous pouvez les prendre sur la place publique. Ça ne changera rien, ça ne va pas ramener, si vous voulez, le beurre sur les épinards. C'est impossible. L'économie, elle est là, à court terme, c'est le marché, l'offre et de la demande. Au contraire, il fallait agir sur l'offre. Il fallait renforcer l'offre, voir comment on peut la renforcer. C'est plus complexe qu'une loi qui punit la spéculation. Ce n'est pas de la spéculation. La spéculation, la prohibition aux États-Unis, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné 1929. Et ça a donné la catastrophe économique. Là aussi, donc, il faut revenir aux fondamentaux de l'économie et rien d'autre. Et c'est là où j'amorce un peu, s'il ne relance pas l'investissement productif, s'il ne revient pas sur sa décision où il dit « je ne fais pas appel au financement extérieur », c'est aberrant. Un investisseur, quand il va investir dans un projet qui a une durée de retour d'investissement de 5 à 7 années, il ne va pas mettre pendant 7 ans cet argent de sa poche. Les banques, si on a constitué des banques, cet outil financier, c'est pour que chacun y gagne. La banque, elle prête, lui, il travaille avec l'argent de la banque, le temps qu'il se mette à gagner des bénéfices et rentrer. Donc, dire je ne vais... Les années 70, on n'avait pas d'argent et surtout on n'avait pas de cadre. On a fait du financement extérieur pour investir et on a récupéré. L'endettement productif n'a pas créé. C'est l'endettement, comme l'a dit l'Ali, pour l'exploitation, pour manger. Là, c'est catastrophique. Mais s'endetter, pour multiplier par 5 ou 6 ou 7 le volume des investissements productifs par an, est quelque chose de nécessaire et absolument nécessaire. Oui, ce plaidoyer pour financer donc l'investissement productif il est très audible au Café des Experts Éco. On va espérer que, comme pour la baisse de l'IRG, ils puissent trouver des oreilles dans l'exécutif. Mais est-ce que tu n'as pas quand même le sentiment que sur cette question-là, on affronte un mur culturel? Je m'explique.
On sait que l'Allemagne a toujours été culturellement, depuis la reprise après l'après-guerre et après la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit le CDU ou le SPD, très vigilant à ce que la Bundesbank d'ailleurs était la plus vigilante sur l'inflation. Parce que dans l'histoire allemande, il y a eu l'hyperinflation. Après la Première Guerre mondiale, on avait acheté avec 1923, etc. et on considère, voilà, la République de Weimar s'est effondrée à cause de l'hyperinflation. Et donc, ça laisse des traces dans une culture populaire et dans une culture de gouvernance. Est-ce que sur ce dossier-là aussi, chez nous, on n'a pas le sentiment qu'on est rentré dans les années de crise et les années de malheur à cause de la crise de l'endettement de 88, enfin d'avant 88, qui a donné lieu à 88 et que donc on est toujours, et c'était vrai chez Bouteflika déjà, dire on ne fait pas les mêmes erreurs que du temps de Boumedienne, même si c'est pour même si c'est des projets, même si c'est des projets, s'est endetté pour l'investissement, oui, mais pas pour mais Chadli a fait le pape avec l'argent. Mais non, Chadli a financé le court terme, le fonctionnement avec l'endettement extérieur, et Nabi qui lui disait le pétrole va revenir à 38, vas-y tu peux y aller, moi à l'OPEP je t'obtiens ça, et c'est l'effondrement. Mais là on parle d'investissement productif, il y a des projets de Sonatrach qui sont là, des projets dans l'industrie mécanique, dans l'industrie de la chimie de base, qui sont là et qui exportent. Ça veut dire qu'ils s'autofinances, qu'ils se garantissent par eux-mêmes. Et au lieu de faire un projet, on peut en faire lancer 6 ou 7 par an. C'est des grands projets structurants qui permettent à la PMI, qui permettent aux start-up d'avoir où s'accrocher. Une start-up sans les grandes entreprises, sans les grands projets. À qui elle va vendre ses idées ou son projet? Alors on veut démultiplier les start-up, mais il faut leur donner ces grands projets. Il faut leur donner ces grands. Alors il faut y aller à ça. On va finir ce café des experts éco sur une question rapide, on ne peut pas la développer aujourd'hui. On a noté cette semaine la mise sous mandat de dépôt de Mohamed Loukel, ancien président directeur général de la BEA, ancien gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien ministre des Affaires des Finances il n'y a pas si longtemps, sous le gouvernement Abdelaziz Djerad. Il y a eu aussi dans la même semaine la mise sous contrôle judiciaire de l'ancien chef de gouvernement, ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui. Ma question, c'est par rapport au mandat de Ben Abdelrahman, le nouveau Premier ministre, qui fait de la réforme bancaire la mère de toutes ces réformes. J'ai, moi, le sentiment que ce qui est en train d'arriver déjà, c'est difficile de prendre des décisions, c'est difficile d'engager des réformes, parce qu'il y a beaucoup de périls. Là, quand on voit ses prédécesseurs, je ne veux pas rentrer dans les dossiers techniques des accusations, la BEA, ça remonte à longtemps. Je pense que Mohamed Loukel aurait dû être poursuivi, et peut-être il y a très longtemps. Il n'y a peut-être pas de prescription sur les délits qui lui sont reprochés, mais on se pose des questions. Est-ce que c'est la meilleure manière de conforter un Premier ministre quand il voit que ses prédécesseurs dans des fonctions par lesquelles il est passé, gouverneur de la Banque d'Algérie, d'ailleurs à l'époque de Loukel, qui l'aurait protégé et qui aurait participé à son émergence, ministre des Finances tout comme Mohamed Loukel, Premier ministre tout comme Nourdine Bedoui. Est-ce que ce n'est pas déjà une manière d'un peu paralyser quelqu'un dans le management? Non, au contraire. Pour être très clair, si les gens en place, que ce soit Ayman Ben Abdelrahman ou les DG actuels de banque ou le gouverneur de la Banque d'Algérie actuelle, comptent faire la même chose, business as usual, comme on dit, reproduire le même système. C'est normal qu'ils sont gênés. C'est normal qu'ils seraient mal à l'aise parce qu'ils disent finalement nos prédécesseurs sont inquiétés et donc nous on compte suivre la même ligne et c'est normal que c'est inquiétant pour eux. Maintenant, si on va franchement et ouvertement vers une réforme du système financier et du système bancaire comme cas particulier, comme projection spécifique donc, du système financier. Donc le système bancaire, il faut réformer le système bancaire. Il faut lâcher la gouvernance. Il faut détacher les banques du ministère des Finances. Une banque, c'est une entité économique, que je sache. Ce n'est pas un levier politique. Arrêtons de réfléchir les banques comme des leviers pour faire passer des décisions politiques. Qu'on traite les questions des créances douteuses et des créances et du stock de créances sur le secteur public et sur certains privés qui ont bénéficié d'argent énormément dans le cadre de transfert de rente et tout ça.
Et il faut engager la réforme. Moi, je suis convaincu que si on va à des réformes franches, les gens en place vont, au contraire, vont libérer des marges de manœuvre. Le problème, il est maintenant. Parce que maintenant, c'est le goulot de la bouteille. Est-ce que tu reviens dans ta bouteille ou tu sors de ta bouteille? Donc, quand tu es dans le goulot, ou bien en navigation, on dit quand on passe un détroit ou une passe, est-ce que tu fais marche arrière et tu restes dans l'ancien, ou bien tu bascules vers le nouveau? S'ils ont le courage d'aller vers du nouveau, ils vont se libérer de la marge de manœuvre. S'ils essaient de combiner des solutions du passé, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter et de faire du statu quo. On est bien parti pour le statu quo. merci beaucoup, merci Reda, merci Ali. Nous nous retrouvons donc. Oui, quand même. C'est malheureux pour Loukal parce que c'est l'exemple type du jeune cadre qui a démarré derrière le guichet. Il a fait son stage chez quelqu'un de ma famille quand il est rentré à BEA, tout jeune étudiant. Et donc, il a grimpé progressivement, il s'est formé à la force des bras. Tel que je le connais, il n'a pas bénéficié dans sa jeune carrière de coups de pouce, c'est son travail. J'ai travaillé avec lui quand il travaillait sur les dossiers de la sidérurgie. Donc, c'était quelqu'un de compétent, brillant et qui comprenait rapidement les problèmes de l'industrie, de l'industrialisation. Donc, c'est malheureux pour lui parce qu'arrivé à un certain niveau de responsabilité, comme l'a dit Ali, la banque n'est plus une banque autonome où ce sont les règles de la loi financière, de la rigueur dans la gestion. C'est le coup de fil de la tutelle du gouvernement qui est propriétaire. Tu fais ceci, tu fais cela. Et donc, lui, à son corps défendant, il est obligé. Quel est aujourd'hui le responsable d'une agence ou d'une direction ou un DG de banque qui va dire non à son ministre ou à son premier ministre? Personne. C'est insensé, sinon le lendemain, il est sur la touche. Il perd tous ses avantages et toute la construction de sa carrière. C'est injuste ce système. C'est pour ça que je dis, ce qui arrive à Mohamed Loukal est quelque chose qui va encore faire tache d'huile auprès des autres gestionnaires. Et là, il faut revenir à une réforme de la gestion des capitaux marchands de l'État. Il faut redonner de l'autonomie aux entreprises. Et il faut aussi les rémunérer, il faut privatiser avec les gestionnaires actuels en leur donnant de les rémunérer par des stocks options et en leur donnant des priorités dans l'achat des actions de leur entreprise. Si vous prenez, que ce soit une banque ou une usine, si vous donnez au staff, tu es payé en stock options si tu réussis. Et si tu réussis encore mieux, je te donne, vous le staff, je vous donne l'usine en contrat de management. Tu vois ce que je veux dire? C'est subversif, ce que tu es en train de dire. Non, c'est subversif. Tu veux enlever du pouvoir à Abdelmajid Mais Tebboune. je lève le pouvoir, mais je donne le pouvoir à l'économie algérienne. Parce que je vais privatiser avec qui? Avec les managers algériens. Où sont-ils? Ils ne sont pas dans le... C'est le secteur privé. Il s'est accaparé les entreprises de travaux, là où on gagne rapidement, ou l'entreprise agroalimentaire. Mais les usines qui tournent et qui peuvent gagner de l'argent. Si je les donne en contrat de management à ces gens-là, même les banques, je peux donner une partie du capital des banques à ces managers. À ce moment-là, je donne de l'oxygène, je donne de l'espoir. Ce n'est plus je t'enrichis, enrichissez-vous, entrepreneurs algériens. Gagnez de l'argent, l'Algérie gagnera. Deng Xiaoping, merci beaucoup. Atakum Saha, dans 15 jours. Merci de continuer de nous suivre et de nous soutenir. À très bientôt. Merci.